Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Marie-André Dupéré et bienvenue à votre bulletin d'information locale de Télécœur. Cette semaine, débutons avec une semaine des arts haute en couleurs à l'école secondaire La Découverte de Saint-Léonard-d'Aston où j'y ai rencontré 2 enseignantes. Voici mon reportage. Télécœur est fier de vous présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. Alors, on est ici à l'école La Découverte pour la Semaine des Arts. Vous êtes en danse. Parlez-moi de la semaine. Comment ça se déroule de votre côté? Donc, pour nous, la Semaine des Arts, c'est une superbe opportunité pour les élèves de présenter des numéros. Donc, tous les groupes sont impliqués. On a 6 groupes cette année à l'école qui représentent 120 élèves approximativement. Donc, on est sur la place centrale. C'est ici qu'elle présente prioritairement. On se prépare dans les semaines précédentes, donc on prépare des numéros de danse, parfois spécifiques pour la Semaine des Arts, alors que d'autres qui sont présentés au spectacle annuel. Et c'est vraiment une présentation devant les élèves, première fois pour certaines. Parfois en secondaire 1, on est un peu confronté à ce petit stress que les élèves apportent en étant présents. Donc, on présente certains numéros une fois, peut-être 2 fois pour pouvoir pratiquer certaines choses. On a modifié des choses, donc on a une belle compétence qui est créée, donc on vient modifier à travers la chorégraphie. Puis par la suite, on vient faire des retours avec elle. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour le spectacle annuel ou pour les compétitions? Donc c'est vraiment là une scène incroyable à travers notre école, plein milieu central. Donc, on parle de première fois, ça veut dire qu'il y a des élèves qui testent, voir si ça peut être une passion pour eux à long terme. Oui, exactement. Parce que nous, on est chanceux à l'école secondaire La Découverte. On a 3 options. On a l'art plastique, on a la musique, on a la danse. Mais reste quand même que parfois, on vient essayer, on aime moins ça, on va essayer autre chose. Finalement, ça nous manque, on revient. Donc, certains élèves font le choix de changer, d'autres restent pendant leurs 5 années au secondaire. Donc, c'est vraiment là, une opportunité. On est privilégiés comme enseignante de danse de pouvoir développer des liens avec ces élèves-là. Bien, en fait, la Semaine des Arts, c'est une manière pour nous de mettre de l'avant les arts dans l'école. On voit beaucoup les sports passer, puis on avait le goût de mettre de l'avant nos élèves qui font des créations, un peu des fois chacun dans leur coin. Fait qu'on leur permet de se mettre en valeur puis de se montrer à toute l'école. Fait que pendant la semaine, il y a des numéros de danse, il y a des numéros de musique. Puis on a aussi une vingtaine d'élèves qui sont des artistes en action qui créent en direct sur la place centrale. Le but, c'était qu'ils puissent être vus puis qu'ils soient connus des autres parce que souvent, un artiste, ça travaille seul dans son atelier, mais ça doit faire une exposition pour être vu. Alors que j'avais le goût qu'on les voit en train de travailler puis en train d'être en œuvre. Je trouve ça vraiment beau. Fait qu'eux, pendant la semaine, ils créent toute la journée au complet sur la place centrale. Puis pendant les pauses, les midis, il y a des gens qui... les autres élèves peuvent les voir. On a aussi une œuvre collective qui va être affichée après ça sur les murs de l'école. Fait que tranquillement, on met de la couleur puis de la vie dans notre école, mais on se sert de la Semaine des Arts pour avoir le temps de faire ces œuvres-là. Fait que c'est une semaine qui est foisonnante et qui est colorée. Et j'imagine que pour certains, ça doit être quand même un défi parce que, tu sais, quand on dit art, souvent, pas toujours, bien sûr, mais on travaille dans l'ombre, on aime ça être dans notre bulle, mais là, ils sortent sur la place publique. Ah oui, il y en a qui ne voulaient pas participer au projet d'artistes en action, mais on a quand même choisi nos élèves qui étaient autonomes, dégourdis, qui sont passionnés d'art, qui aiment ça, qui en mangent. Fait que là, avoir l'opportunité de passer ta journée au complet à créer, tu passes par-dessus ta gêne puis tu viens sur la place centrale, là. Qu'est-ce que vous pensez que ça leur apporte au quotidien, ces jeunes-là qui aiment faire de l'art et que c'est leur passion, finalement? Mais en fait, pour tous nos jeunes, l'art, c'est une opportunité de régulation des émotions. Ça leur permet de se gérer puis de sortir le trop-plein. Ces jeunes-là qui sont passionnés des arts, mais encore plus, c'est leur moyen de prédilection. Il y en a d'autres ici dans l'école, ça va être les sports, leur moyen de prédilection. Nous, ces jeunes-là, c'est les arts. Fait que ça leur permet vraiment de juste se laisser aller, vivre l'émotion, d'embarquer dans leur bulle aussi. Des fois, juste de se détacher des soucis puis des tracas du quotidien, ça fait baisser l'anxiété. C'est hyper bon pour la santé mentale. Manon Asselin est chef de chœur à la Clé des Chants de Nicolet depuis 31 ans. Voici un reportage hommage à son travail. Centre des arts populaires de Nicolet pour rencontrer la chef de chœur Manon Asselin qui dirige une chorale qui existe depuis plus de 35 ans. J'en discute également avec des choristes.
Alors, la chorale fut fondée en 1989 par un groupe de 5 femmes, dont ma mère, Georgette Asselin, qui en a été la présidente pendant plus de 25 ans. Se donnant comme mission de promouvoir la culture musicale et de faire connaître différents styles musicaux, l'idée de départ était d'abord d'offrir une activité aux jeunes filles âgées de 6 à 17 ans. Au fil des ans, les garçons sont arrivés, puis les femmes et les hommes ont été acceptés et la chorale est devenue un chœur d'adultes officiellement en 2011. Et vous, j'imagine que ça doit vous faire plaisir de reprendre ça, étant donné qu'en plus, c'est un peu familial. Oui, c'est sûr là, que moi, quand on me l'a proposé en 1994, je venais remplacer France Bilodeau, qui a été la première chef de chœur. À la suite de ça, c'est moi qui ai poursuivi, puis je suis là depuis ce temps-là. Qu'est-ce que ça prend pour être chef de chœur exactement? Pour ceux qui ne sauraient pas, là, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, je pense qu'en premier, ça prend de la passion, de la détermination, un peu de patience des fois, beaucoup de travail aussi, que ce soit pour la recherche du répertoire ou pour la préparation du matériel d'apprentissage, la logistique des répétitions. La musique, ça a toujours fait partie de votre vie, j'imagine? Ça fait partie de votre étincelle? Oui, la musique a toujours été présente dans ma famille. Lorsqu'on allait en voyage pour visiter notre famille, on chantait dans la voiture. Puis c'est comme ça que vraiment c'est venu aussi m'animer. Je crois que vous organisez 2 concerts par année. Qu'est-ce qui vous motive à en organiser 2? Parce que 1, c'est déjà quelque chose. Ça prend une équipe, hein? Donc, les choristes, le conseil d'administration, les musiciens, les bénévoles, et puis les gens aiment préparer un concert de Noël et un concert de printemps aussi parce que ça offre une diversité et les familles, parents et amis sont toujours heureux de venir nous écouter. Qu'est-ce qui vous passionne du chant et de cette chorale-là en particulier? Moi, en fait, il y a 10 ans, pour raconter une petite histoire, je suis arrivée à une collège, je connaissais personne. Puis le chant, en fait, la musique a toujours été dans ma vie. J'ai eu envie de rencontrer des gens, puis j'ai fait la recherche. En fait, une collège, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la ville aux 3 ou 4 chorales. Donc, j'ai fait une petite recherche, je suis tombée sur Chorale La Clé des Chants. Puis en fait, moi, c'est Manon, la chef de chœur, La décision s'est prise par Manon, en fait, parce que je savais que c'était une prof de chant, une prof de musique aussi. Puis je voulais aller un peu plus loin au niveau musical aussi, là, donc... Autant le côté social, le côté chanter ensemble, que de parfaire là, mes connaissances puis mes compétences musicales. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de chanter à ce point-là? Parce que c'est quand même un engagement, ça prend du temps. De nos jours, tout bouge, on a tellement de choses à faire. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de s'arrêter pour chanter? Oh wow, c'est une bonne question. Pour moi, c'est la gestion du stress beaucoup au quotidien. On a 1001 engagements, mais quand on chante, on se vide la tête. On est, en tout cas, pour ma part, là, quand je suis ici, je suis 100% ici avec la musique. Je dirais que le fait d'apprendre aussi des nouvelles pièces qui nous font voyager un petit peu à travers les époques, ça nous ramène vraiment dans l'instant présent. Puis avec tout le monde qui est en même temps à la même place, il y a quelque chose d'intemporel dans une chorale. Ouais. Dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup chanter. Là. Vous me demanderiez à mon conjoint, puis du soir au matin, je chante. Là, donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Mais c'est beaucoup la chef de chœur qui est très motivante, là, qui m'inspire à continuer d'année en année là, dans la chorale. On m'a justement beaucoup parlé d'elle dans les entrevues, à quel point elle était formidable. Qu'est-ce que vous trouvez de formidable dans le fait de travailler avec elle? Mais dans le fond, je trouve qu'elle est bonne pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Chanter, je trouve que ça repose l'esprit, ça évacue le stress. Je fredonne souvent chez nous en faisant des travaux. Alors chanter, oui, c'est ça. Ça repose beaucoup l'esprit. Pourquoi chanter quand il y a tant à faire? D'abord, chanter dans une chorale, c'est une belle activité de couple. Je suis avec Suzanne. Et puis aussi, chanter des chansons à 4 voix, ça les embellit, ça les rend des fois plus émotionnels, ça vient nous chercher vraiment. Alors, chanter, c'est ça. Et vous, le chant, vous avez développé ça à quel moment de votre vie? Ça a toujours fait partie de votre vie? Oui, mes parents étaient dans une chorale. Moi, j'ai grandi avec la musique, donc c'est ça. Mes parents étaient dans une chorale, puis là, c'est ça. Des années plus tard, c'est moi qui suis dans la chorale. Alors, c'était pas dans la même chorale, mais ça fait partie de ma vie depuis tout le temps. C'est extraordinaire chanter. Premièrement, pour moi, ça me fait vivre plein d'émotions, ça fait vibrer plein de cordes en moi. Puis il y a aussi un côté très social aussi à la chorale que j'adore aussi. On est vraiment une belle gang. Puis chanter, tu sais, on est dans des moments, tu sais, on est dans un monde un peu fou ces temps-ci. Puis on essaie, en tout cas moi, là, j'essaie d'aller chercher tout ce qui est de positif. Puis le répertoire de Manon est extraordinaire. C'est que des belles chansons, c'est que des belles histoires qu'on chante. Alors, c'est ça.
Ça explique un peu l'engagement parce que quand même, il faut pratiquer, une fois par semaine? Ben moi, je travaille dans ma voiture, OK? Puis je pratique tous les jours, tu sais, la trame sonore que Manon nous fait, en fait, pour chaque pupitre. Moi, je l'écoute à tous les jours, fait que je chante tout le temps dans mon auto. Parlez-moi de Manon, votre chef de chœur. Manon, pour moi, c'est une femme extraordinaire. C'est une femme avec un respect incroyable pour ses choristes. La direction chorale me permet de partager mes connaissances musicales et mon amour de la musique et aussi de rencontrer des gens animés d'une même passion. Le chant, c'est un moyen d'expression extraordinaire qui nous permet de canaliser nos pensées et nos énergies et de semer des parcelles de bonheur tout en apprenant et en élevant l'âme. Voici maintenant une section spéciale de Bulletin de nouvelles dans laquelle je m'entretiens en studio avec Stéphane Lévesque et où on discute des relations familiales. Alors, nous voilà pour ce segment de Bulletin de nouvelles avec Stéphane en studio. Ben Bonjour. oui, j'étais quelque part. J'ai dit, comment je peux me rendre utile dans ton bulletin de nouvelles? Et on t'a sollicité pour nous parler d'un gros sujet. Oui, les relations familiales, évidemment, on souhaite que ça aille bien dans la vie, Bien en sûr. famille, avec tout le monde. On veut aimer tout le monde, mais des fois, l'amour est plus là. Ça peut arriver. c'est Et quelque même chose. quand l'amour est là, des fois, ça peut être un peu litigieux. Donc, peut arriver l'aspect de la médiation familiale. Et on a au gouvernement du Québec un ministère de la Justice qui offre du contenu par rapport à ça, comprendre, entre autres, comment ça se passe une médiation familiale. Donc, on va regarder. J'ai trouvé trois documents vidéo qui expliquent ce sujet-là. Donc, on les regarde à l'instant. Il arrive que des conflits et des tensions s'installent et perdurent au moment d'une séparation ou après plusieurs années. Tout cela peut nuire à la capacité de trouver une entente en tant que parent. Vous pourriez vivre des disputes, des désaccords, allant même jusqu'à cesser de vous parler. La médiation familiale est-elle une option valable et envisageable si vous ne vous entendez pas? Eh bien oui, justement. Elle permet de résoudre un conflit et de trouver une entente à l'amiable. Le médiateur est un professionnel neutre et impartial. Il veille à ce que la séance se déroule le plus possible dans un climat de bonne entente. Il a des compétences en négociation et peut vous aider à exprimer vos demandes afin qu'elles soient entendues par votre ex-conjoint. Il peut aussi encadrer l'expression des émotions et centrer les échanges sur la recherche de solutions et sur les besoins des enfants. Il peut donner des pistes de solutions que vous n'aviez pas envisagées. Enfin, il organise les étapes de la négociation. En favorisant la collaboration, la médiation familiale est une alternative intéressante aux tribunaux. Elle permet d'atténuer les conflits et est une occasion d'apprentissage unique sur la façon de communiquer et d'échanger. Ici, au final, le processus de médiation familiale ne vous permet pas de conclure une entente pour votre séparation. Vous pourrez au moins vous féliciter d'avoir tenté cette démarche qui témoigne de l'effort de chacun. Un effort fait par amour pour vos enfants.
même si une rupture peut être difficile, plusieurs ex-conjoints développent des relations harmonieuses et ont bon espoir de régler seuls les questions liées à la garde et à l'accès de leurs enfants. Toutefois, même dans les situations où la meilleure communication existe, le recours à la médiation peut être utile. Le médiateur fait plus que régler les questions immédiates liées à une séparation, il aide à établir un cadre de communication que vous pourrez maintenir à travers les années. Le médiateur aide à prévoir un plan parental complet. De par son expérience et sa formation, il est en mesure d'anticiper les situations. Vous serez ainsi prêt à faire face à différents événements. Par exemple, comment partager le temps des enfants pendant les vacances d'été? Qui fera les achats pour les enfants et quel budget prévoir? Comment répartir les vacances du temps des fêtes entre vous et peut-être même avec les grands-parents? Toutes ces questions et bien d'autres sont susceptibles de s'inviter dans votre conversation. Trouver un plan raisonnable pour régler certaines situations, parfois à la dernière minute et dans l'urgence du moment, n'est souvent pas l'idéal. Ces questions peuvent être discutées en amont en réfléchissant à un plan d'ensemble qui reflète vos valeurs, les besoins de vos enfants et ceux de chacun des parents plutôt que d'être gérés à la pièce. Un plan parental bien élaboré est un allié indispensable. Il permet d'entretenir de bons liens, d'éviter du stress supplémentaire, des malentendus et bien des frustrations qui pourraient affecter le climat de communication amicale qui existe entre vous. Pour que la conversation parentale soit alimentée des petits bonheurs quotidiens des enfants plutôt que de tous les imprévus à gérer, ayez recours à un médiateur. La médiation familiale à distance s'adresse à tous les couples qui ne peuvent, pour une ou plusieurs séances de médiation, se présenter en personne chez le médiateur, que ce soit pour des raisons de santé publique, de distance géographique, de malaise à être en présence de l'autre personne ou autre. Ce service est disponible auprès de certains médiateurs. La seule condition pour y avoir accès est que les deux personnes consentent à y participer selon cette formule. Le médiateur vous contactera préalablement pour s'assurer de votre consentement. Il vérifiera aussi si vous êtes en mesure de remplir les conditions nécessaires. Vous devez savoir, par exemple, que la médiation est un processus confidentiel. Vous devrez ainsi vous engager à être seul dans la pièce et à faire votre possible pour que la rencontre se déroule à l'abri des enfants. Les deux parents doivent être à distance pour assurer l'impartialité du processus. Il s'agit d'une notion de base en médiation. L'utilisation de la visioconférence est privilégiée. Cet outil permet un meilleur échange et offre le partage d'écran pour montrer aux clients des documents informatifs. L'usage du téléphone peut également être choisi dans certaines situations. Plusieurs médiateurs familiaux offrent ce service. Informez-vous. Donc, Marie-André, tu sais peut-être, on a un code civil au Québec qui est différent de celui qui est au Canada anglais. Ouais. C'est pas pareil. Les autres, c'est le common law. Nous autres, c'est le code civil, un héritage de notre passé français. Effectivement. C'est important, la France. Oui. Donc, on a un code civil et ce code civil-là vient réglementer beaucoup de choses. Donc, entre autres, ce qu'on parlait, les médiations familiales, tout ça. Donc, il y a eu des modifications suite à 2018. Il y a eu une grosse modification au code civil qui a changé des choses, entre autres, au niveau de l'adoption et de la communication de renseignements en lien avec les familles. Intéressant, ça. Donc, on regarde ça à l'instant. La loi en matière d'adoption et de communication de renseignements apporte 6 améliorations importantes pour répondre aux réalités actuelles des familles. La reconnaissance des liens préexistants de filiation consiste à inscrire le nom des parents biologiques à l'acte de naissance de l'enfant adopté pour combler ses besoins identitaires. Une entente écrite peut être conclue entre la famille d'origine et les parents adoptifs pour établir des échanges de renseignements ou des relations interpersonnelles sans avoir à passer devant un tribunal. Le gouvernement du Québec offre aux familles jusqu'à 5 heures gratuites de médiation pour les aider à négocier cette entente. La communication de renseignements permet à une personne adoptée d'avoir accès à son nom d'origine, à celui de ses parents biologiques et aux informations pouvant mener à la prise de contact avec eux. Dans certains cas, les parents biologiques peuvent refuser que leur identité soit communiquée
mais ils peuvent aussi retirer ce refus en tout temps. Si la santé du patient le requiert, les autorités médicales peuvent maintenant obtenir directement les renseignements médicaux d'une personne adoptée, de son parent d'origine ou d'un membre de sa famille, à condition d'avoir son consentement. La nouvelle loi franchit un pas historique en reconnaissant l'adoption coutumière autochtone dans notre Code civil. Cette adoption doit être attestée par une autorité compétente désignée par la communauté ou par la nation autochtone. Si la coutume le permet, certains droits et obligations peuvent être maintenus entre l'adopté et les parents biologiques. La tutelle supplétive permet aux parents de déléguer ou de partager leurs responsabilités parentales sans avoir à rompre les liens de filiation avec leur enfant. Par exemple, si l'un des parents est absent, inapte ou décédé, une personne du cercle familial de l'enfant peut devenir le tuteur. La tutelle supplétive s'applique aussi en milieu autochtone, où elle a lieu selon la coutume. Pour en savoir plus sur la loi en matière d'adoption et de communication de renseignements, visitez le www.justice.gouv.qc.ca/adoption. Donc, Stéphane, oui. On a un bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Oui, au Québec, j'ai découvert ça. On apprend des choses dans la vie. Je savais que la transphobie et malheureusement l'homophobie, les deux, ça existe. Ouais. Il y a des gens qui ont des préjugés, des mauvaises attitudes en lien avec la transsexualité et l'homosexualité. Donc, le gouvernement du Québec a fait un bureau qui se positionne par rapport à ce sujet-là. Et on a une vidéo, justement, qui présente le bureau. Bonne fierté à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Louis-Philippe Tremblay du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du ministère de la Justice du Québec. Louis-Philippe, quel est le rôle du bureau? Bien, principalement, notre équipe coordonne le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des actions gouvernementales en lutte à l'homophobie et la transphobie. Et ça se retrouve dans le plan d'action gouvernemental 2017-2022. Et ça représente des investissements de 10 millions de dollars sur 5 ans. Et ça nous permet, entre autres, d'appuyer des organismes et des partenaires qui travaillent à défendre les droits des personnes LGBTQ partout au Québec. Louis-Philippe, plus concrètement, comment est-ce que vous venez en aide aux organismes et à vos partenaires? Bien, d'abord, le Bureau contribue financièrement à plusieurs projets à chaque année dans le cadre du programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ce financement vise à réaliser des projets qui, eux, vont lutter contre les préjugés et la discrimination qui sont faites aux personnes LGBTQ partout au Québec. D'ailleurs, depuis 2011, c'est 148 initiatives qui ont été financées avec une aide financière qui a totalisé 3,5 millions de dollars. Donc, il y a le programme, mais en plus du programme, qu'est-ce que vous mettez en œuvre comme action, justement, pour venir en aide aux membres de la communauté et aussi aux acteurs du milieu? Bien, nous, on travaille évidemment directement à la réalisation de plusieurs actions du plan gouvernemental. Entre autres, ils permettent ces actions-là de soutenir la recherche à propos des personnes LGBTQ et des réalités qu'elles vivent, d'élaborer des campagnes de sensibilisation gouvernementale ou de former des intervenants qui travaillent dans les services publics. En plus, on a un contact régulier avec des partenaires qui proviennent de toutes les régions du Québec et ça nous permet de garder ces partenaires-là informés de ce qui se passe en lutte à l'homophobie et à la transphobie, mais aussi d'informer les ministères et organismes qui participent au plan d'action 2017-2022. Merci beaucoup, Louis-Philippe, pour ces précisions. Ça m'a fait plaisir, Aude. Quant à vous, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les actions du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du ministère de la Justice du Québec, je vous invite à consulter le site web du ministère ou encore les tout nouveaux réseaux sociaux du Bureau. En attendant, bonne fierté à tous et à toutes. Un autre beau vidéo que me fait découvrir notre recherchiste Marie-Laurence, l'indispensable, c'est un beau geste que des parents ont posé. Je t'explique. Ils avaient un fils qui a fait la transition pour devenir une femme, donc il est passé d'homme à femme, et ils ont décidé de poser un geste très significatif pour appuyer cette démarche-là. Donc, on regarde la vidéo à l'instant. Mon beau garçon, tu grandis si vite. J'aimerais te dire que tu es un petit garçon extra. Love, maman. C'était un petit garçon qui avait toujours les yeux tristes. Il s'aimait pas. Tout ce qu'il voulait, c'est vraiment être heureux, être bien.
La seule façon pour lui, c'est être une femme. On a décidé de lui faire des nouvelles cartes de fête. J'ai toujours su que j'avais une petite fille dans un corps de garçon. Elle est heureuse aujourd'hui. Je pense qu'elle mérite qu'on souligne depuis sa naissance que c'était une fille, que c'était pas un garçon. Je suis comme un petit peu nerveuse. Oh my God. On n'a pas fait juste une carte de fête. Une pour chaque année. Ben maintenant, tu peux les lire en tant que notre petite fille parce que tu l'as toujours été dans le fond. Merci. Bonne fête. Vraiment, hein, j'ai trouvé ça émouvant. Très touchant comme vidéo. Ouais. Puis c'est un geste qui est significatif. Puis on comprend dans une démarche comme ça, ça se fait pas. On peut dire, moi je suis dans la tolérance, etc., etc. Mm-hmm. Oui, mais quand c'est dans ta vie à toi, tes proches à toi, ça doit être quelque chose, une acceptation qui se fait progressivement. Mais là, on comprend qu'ils ont accepté. Exactement. Ils l'ont vécu. Oui, ils leur l'ont enfant. intégré. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça que j'avais à te dire, moi, aujourd'hui, Marie-André. Ben, merci beaucoup. C'est ce qui met fin à ce beau segment. Oui, je vais-tu pouvoir venir? Ben, je pense que oui. Sérieusement, c'est intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ben, merci. Stéphane. T'es bien fait. Alors voilà, c'est ce qui met fin à votre bulletin d'information locale de Télécœur. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous suggérer des reportages ou des émissions à nouvelles@télécoeur.tv. Vous pouvez également visionner toutes nos émissions et nos reportages sur nos réseaux sociaux, entre autres sur la page Facebook Les Amis de Télécœur. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.